François Mitterrand aimait à dire que, à partir de 1983-1984, il aimait à dire que c'était la première fois que la gauche avait été au pouvoir depuis pour plus de 2 ans. C'était évidemment erroné. C'était faux, et on voit bien pourquoi il avait tendance à dire cela, pourquoi il y était porté. C'est une manière peut-être d'expliquer qu'il y avait du côté des résultats et de la nature du pilotage un certain nombre de conséquences qui justifiaient quelques accommodements. Mais si j'insiste sur cet aspect des choses, c'est parce que je crois qu'avant 1914, d'ailleurs Alain vient de le marquer au fil de son propos, il y a beaucoup à considérer dès avant 1914 sur ce que fut la gauche, sur la manière dont elle s'est définie, et même s'il est très légitime de braquer son attention sur les 2 moments du cartel des gauches et du Front populaire, la 4e République sera réservée à votre compétence. Même si c'est très légitime, ce serait vraiment appauvrir la réflexion que de nier que la gauche a été largement au pouvoir avant 1914. On aurait stupéfait les républicains au moment du 16 mai 1877, lorsque la gauche républicaine a triomphé de la tradition du conservatisme et de MacMahon, si on leur avait dit que ce n'était pas une victoire de la gauche. On les aurait beaucoup étonnés en 1902, lorsque le bloc des gauches a été largement majoritaire à la Chambre des députés, si on leur avait dit que ça n'était pas un succès de la gauche. C'est assez marqué, je pense, que entre Gambetta d'un côté, Waldeck-Rousseau, Combes de l'autre, et puis Clémenceau et Jaurès, de marquer que la gauche était au pouvoir et que naturellement, elle se définissait contre la droite. On ne peut pas réfléchir à la gauche au pouvoir sans observer sur quels critères elle s'oppose et se différencie. Les critères étaient clairs à ce moment-là. Ils étaient très largement politiques. Je crois que c'est un aspect important des choses, beaucoup plus politiques que sociaux. Il y avait la fidélité aux Lumières et à ce qu'elles portaient, à la liberté de conscience et d'expression, qui n'était pas acceptée par une grande partie de l'opinion publique du côté de la droite et de la tradition catholique en particulier, à la laïcité, à la solidarité aussi de la société, contre le principe de la charité, au service de l'idée de l'association. Mais bien sûr, dès ce moment-là, et c'est par là qu'il s'impose de regarder en arrière jusqu'à cette période, naît sur la gauche de la gauche une contestation qui est à la fois doctrinale et affective, parfois même passionnelle. Dans le débat de 1899 s'organise une opposition de points de vue très clairs dès ce moment-là entre les tenants de la réforme et ceux de la révolution, ceux qui veulent progresser le plus possible à l'intérieur de ce que la situation permet de faire et ceux qui, au contraire, aspirent à renverser la table. C'est le débat pour savoir si Millerand, il a ensuite évolué, mais à l'époque il est socialiste, si Millerand doit accepter d'entrer dans un gouvernement dit bourgeois, comme ministre du Commerce. C'est la querelle du ministérialisme. Et Jean Jaurès prend le parti de Millerand en face de Jules Guesde, qui lui, au contraire, incarnant dès à présent, dès ce moment-là, l'opposition entre ces 2 gauches que nous connaissons encore par moments aujourd'hui, si j'ai été attentif à notre conjoncture, pour Jules Guesde, toute réforme vient affaiblir, lorsqu'elle est proposée, la force révolutionnaire. Et d'une certaine façon, elle trahit le dynamisme qui permettrait de faire qu'une société nouvelle, d'un seul coup, c'est le thème du Grand Soir, puisse s'imposer à la société. En même temps, ce type de comportement, et c'est encore un critère qui, je crois, mérite d'être suivi dans la longue durée à l'intérieur des gauches, la définition de l'adversaire est simplifiée. On caricature sur ce bord ce que peut être la force de résistance aux réformes qu'on veut introduire dans la société. Alors que Jean Jaurès parle de la bourgeoisie, par exemple, comme d'une puissance anarchique et diffuse, je le cite. Vous vous trompez, dit-il à Jules Guesde et aux autres, si vous croyez que c'est un bloc marqué par une absolue
cohérence intellectuelle et cohésion sociale. Et c'est précisément parce qu'elle est compliquée qu'on peut espérer définir une action qui soit efficace. D'ailleurs, dans le tempérament de Jaurès, homme de synthèse, comme le disait Alain Bergogneau il y a l'instant, puissamment homme de synthèse, on voit ces deux aspects de la gauche du moment, en face du pouvoir, se définir de façon concomitante et parfois contradictoire, mais finalement synthétique. D'un côté, l'idée qu'il faut se méfier de la compromission, mais que le compromis, au fond, c'est cette dialectique compromission-compromis que nous allons retrouver, je crois, tout au long de la matinée, que le compromis peut être légitime. Il frôle d'ailleurs le pouvoir en avril 1914. Il n'a pas du tout été exclu aux yeux des contemporains qui puissent arriver au pouvoir avec Caillot. Les circonstances ne l'ont pas permis. Ajouter, et par conséquent, Thierry Pech avait tout à fait raison de dire qu'on a tendance à exagérer l'opposition entre Clémenceau et Jean Jaurès. Entre le Jean Jaurès qui est porté à le plus d'intransigeance et Clémenceau affirmant les vertus du réformisme, du gradualisme, oui, il peut y avoir des oppositions assez marquées. C'est vrai en 1906, mais l'un est au pouvoir et l'autre ne l'est pas, comme vous savez. En revanche, ils se sont retrouvés côte à côte dans l'ordre des valeurs, du côté du dreyfusisme, dans l'ordre du combat social à Carmaux et à bien d'autres moments. C'était juste une manière de dire en passant que Clémenceau est puissamment un homme de gauche. C'est pas mal de le répéter de temps en temps. Il y a une troisième composante qui caractérise ce moment de l'histoire de la gauche au pouvoir, en face du pouvoir, c'est évidemment la question internationale, la question du patriotisme. Je ne crois pas qu'il faille négliger, quand on réfléchit aux relations entre le pouvoir et la gauche, ce moment de la guerre de 1914-1918, et en particulier des premières années lorsque la gauche accède au pouvoir. Lorsque Marcel Sembat est ministre des Travaux publics, avec Léon Blum comme directeur de cabinet. Lorsqu'Albert Thomas vient définir, c'est le futur directeur du Bureau international du travail, vient définir une figure d'homme public, d'homme d'État en vérité, qui déjà est amené, à cause des circonstances, à proposer une conciliation entre la défense des valeurs qu'il porte, notamment du côté du monde ouvrier, et les valeurs du réalisme au pouvoir que la guerre impose de façon spécifique. Ajouter un dernier point qu'on a tendance parfois à minimiser, c'est que c'est dans ces années-là, avant et après la Grande Guerre, que se développent les expériences du socialisme municipal. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi un pouvoir décentralisé, mais qui vient apprendre à toute une nouvelle génération de socialistes qu'il est possible et qu'il est même nécessaire d'organiser concrètement sur le terrain, sans qu'il y ait les immenses débats qui s'imposent à hauteur nationale, d'organiser le concret d'une efficacité. Alors voilà, la problématique est en place, celle qui éclaire les conditions de la gauche au pouvoir dans l'entre-deux-guerres. À la fois le cartel de 1924 et le Front populaire de 1936. Naturellement, il y a des difficultés nouvelles qui rendent encore plus ardue la tâche, le défi, qui sont ceux que doivent affronter les gouvernements de gauche. Il y a le déclin démographique avec la saignée épouvantable due à la Grande Guerre. Il y a la crise économique, la première au début des années 20 et surtout la très grande crise des années 29 avec le chômage et tout ce que ça représente comme frustration collective et comme défi dramatique. Et puis il y a les menaces totalitaires qui n'existaient pas avant 1914 du côté du bolchevisme, du côté du fascisme puis du nazisme qui viennent compliquer les choses en infusant leur influence dans une partie de l'opinion publique à l'extrême gauche et à l'extrême droite. D'autre part, la grande différence qui doit faire réfléchir, c'est que ce sont des réformes politiques pour l'essentiel que la gauche avait accomplies avant 1914 et qu'elle se trouve maintenant devant la nécessité de faire des réformes sociales. La plupart des réformes politiques ont été réalisées par les très grandes lois que je ne rappelle pas d'avant 1914, sauf le vote des femmes. Des réformes politiques et des réformes sociétales, comme on dirait aujourd'hui. Pensez au divorce. Après 1919, il s'agit d'affronter des réformes sociales, c'est-à-dire d'autres types d'intérêts, d'autres types de passions, l'organisation du travail, la répartition des richesses, la protection contre tous les risques. Et ce sont des réformes pour lesquelles les désaccords ne se manifestent beaucoup moins qu'avant 14, bloc contre bloc,
gauche contre droite qu'elle ne se dessine à l'intérieur même du parti, du mouvement, comme on disait au XIXe siècle, par rapport en face du parti de l'ordre établi. Par conséquent, la latitude d'action se définit entre les exigences de la gauche et une certaine réticence, on peut parfois dire pusillanimité, de la droite de la gauche. Et c'est là, évidemment, que ce que Alain rappelait il y a un instant de la doctrine de Léon Blum sur la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir, on retrouve cela très directement. En 1936, il dit que sa responsabilité, je le cite, est d'extraire de la situation du moment tout ce qu'elle permet de réaliser comme progrès social au service des valeurs de gauche. À partir de là, cette notion de soutien sans participation, qu'on retrouve à la fois en 1924 et en 1936, c'est-à-dire la présence de forces politiques qui, à gauche du gouvernement, ne cessent pas de lui dire qu'il faut faire davantage. Cela est un trait commun à 1924 et à 1936. Au moment du cartel des gauches, c'est le Parti socialiste et CFIO. Au moment du Front populaire, c'est le Parti communiste. C'est le Parti communiste et c'est aussi la gauche du Parti socialiste, avec la fameuse expression qui reste symbolique de Marceau-Pivert, tout est possible, tout est possible. De Jules Guesde à Marceau-Pivert, il y a évidemment une continuité. Avec du côté, au contraire, de la droite de la gauche, une méfiance envers les atteintes à la petite propriété et à la petite entreprise qui constitue le fondement politique et social de l'autorité du Parti radical. Ajouter une tendance qui rappelle certaines tentations d'avant 14, je veux dire exagérer la cohérence et la cohésion de la droite, on y revient toujours, c'est très clair chez Édouard Herriot en particulier, avec du coup deux tentations. À quoi cède Herriot bien plus que Léon Blum, et c'est pourquoi dans notre mémoire collective, le cartel a laissé beaucoup moins d'empreintes et de souvenirs positifs. D'abord la tentation de dire plutôt que de faire, la tentation du moulinet, se réfugier dans le symbolique. Il n'est pas indifférent qu'on ait mis en 24 Jaurès au Panthéon, bien sûr, mais il est significatif qu'il y ait eu deux cortèges, le cortège des radicaux et des socialistes d'un côté, et le cortège des communistes de l'autre, qui venaient incarner aux yeux de la bourgeoisie, je dis ça entre guillemets, à la fois effrayée par l'événement et ravi de cette division qui incarnait bien la situation. Édouard Herriot a fait beaucoup plus de moulinet qu'il n'a fait de réalité. Il est tombé à gauche, très bien, on tombait à gauche. Sur l'impôt sur le capital, il savait très bien qu'on ne pouvait pas le réaliser puisqu'il allait tomber. Sur le financement des campagnes électorales, on pourrait développer tout ce qu'il a annoncé et qu'il n'a pas fait. Et puis il enseigne aussi, et je vois que notre meneur de jeu est en train de considérer que je vais sortir mon train d'atterrissage, c'est ça ? Je vais le sortir. La tentation, parce que toute cette réflexion doit toujours s'organiser autour de la dialectique de l'action et du temps, la temporalité, c'est-à-dire la tentation d'atermoyer, de procrastiner, comme on disait au Quai d'Orsay. L'action rapide, c'est un enseignement de ces années-là, s'impose dans les premiers temps, quand la glaise est molle, avant qu'elle soit à nouveau durcie. Lorsque l'adversaire politique est un peu hébété par sa propre défaite, et est prêt par conséquent à des concessions qu'il ne peut plus faire ensuite. Avant que se cristallisent des oppositions, c'est évidemment ce que Herriot n'a pas su faire en 1924, en attendant pour changer les choses que la Banque de France vienne incarner le mur d'argent sur lequel il s'est fracassé. C'est ce qu'a bien mieux compris autour du thème du cliquet, ce qu'on fait et qu'on ne pourra plus ensuite modifier. Le thème du cliquet, du point de vue de la temporalité, est fondamental. C'est pour ça que 1936 nous laisse le souvenir lumineux, non seulement d'un bonheur collectif, mais un bonheur qui accompagnait des décisions, des réformes qui n'ont pas été remises en cause, les congés payés à la loi de 40 heures ou les conventions collectives. J'ajouterai enfin, pour finir, que dans toutes ces périodes, la France n'est pas seule. Il y a les contraintes économiques extérieures dont il faut tenir compte, mais là encore qui exige probablement des promptitudes. Et à cet égard, en 1936, on peut considérer que Léon Blum a eu tort de ne pas dévaluer tout de suite. C'est très important pour le gouvernement de gauche d'arriver et de dire « je vous ai fait des promesses, mais je pensais que la situation était mauvaise, mais j'ouvre l'armoire et ce que je découvre est encore bien pire. Donc je suis obligé de... etc. etc. » C'est ce qu'aurait pu dire Léon Blum et qu'il n'a pas fait. Et puis la politique étrangère. À cet égard, l'opposition entre Herriot d'un côté, qui s'est mis dans la roue de l'Angleterre, au nom de doctrine de la conciliation internationale et qui n'a pas laissé un bilan diplomatique digne de tous les éloges. Et Blum, qui, à cet égard, s'accommode de la situation internationale
avec des concessions, qui à mes yeux ne sont pas des compromissions, mais c'est un grand débat qui n'a pas fini de se dérouler à propos de la guerre d'Espagne. Mais il n'intervient pas. Du point de vue de l'exercice du pouvoir, je pense que ça n'était pas possible, ni à cause de l'Angleterre, ni à cause des radicaux. En revanche, il vient réarmer la France contre, au péril de ne pas pouvoir développer ses générosités sociales. Il la réarme. Et c'est pourquoi d'ailleurs il est incongru et presque insupportable de dire que c'est le Front populaire qui a perdu la guerre. Je le dis en passant. Finalement, deux questions se retrouvent toujours autour de la temporalité, la capacité de pédagogie démocratique que Léon Blum savait démontrer avec tant de talent, à la fois pour définir un chemin entre la résignation, bof, ce n'est pas possible, si c'est possible et voilà pourquoi, et c'est possible, sans qu'on se laisse aller à une vaine exaltation, une ébriété de l'imagination où dépend des réalités concrètes. Et puis l'autre question qui se pose, c'est la question de la mémoire. Comment travaille dans la temporalité longue le souvenir de ce qui s'est fait. Et c'est pourquoi on doit, me semble-t-il, réfléchir à la rencontre à nouveau entre le symbolique et le concret, entre ce qui est fait, et dans certains cas, le concret est puissamment symbolique. Vous voyez les congés payés, tout ce qui nous reste d'images, que Léon Blum évoquait magnifiquement au procès d'Orion. Cristalliser ces choses, je crois qu'il faut faire une sorte de futur antérieur pour la gauche quand elle est au pouvoir. Je terminerai en citant le mot que vous connaissez probablement, qui est le dernier mot du dernier article de Léon Blum, qui est inscrit sur le socle de sa statue à Narbonne. Je le crois et je l'espère. Je le crois parce que je l'espère. Il y a deux façons de regarder cela. Première façon qui est négative. Qu'est-ce que c'est que cet homme public qui confond ce qu'il prévoit avec ce qu'il souhaite? C'est extrêmement dangereux. Puis il y a une autre façon que j'aurais tendance à chérir davantage, qui est de dire qu'il peut le croire parce qu'il l'espère, et c'est parce qu'il l'espère qu'il pourra faire qu'un jour on soit légitimé à l'avoir cru. Je vous remercie de votre attention. Alors, il me revient à la charge de revenir très rapidement sur un moment difficile pour les socialistes dans l'exercice du pouvoir, qui est cette 4e République, qui est coincée, si j'ose dire, entre deux moments forts et qui sont objets de célébration. Le Front populaire d'une part et l'alternance de 1980 d'autre part. Pour autant, l'exercice du pouvoir sous la 4e République n'a rien d'une parenthèse pour les socialistes, même si sa spécificité, c'est qu'il joue pour eux comme un repoussoir. C'est le moment où une SFIO sur le déclin, dans leur mémoire, se serait perdue dans le jeu du pouvoir, passant du compromis aux compromissions jusqu'à trahir le socialisme. Alors, je voudrais revenir très très vite sur ce qui se joue pour les socialistes dans leur rapport au pouvoir et dans l'exercice du pouvoir sous la 4e République, à travers les deux questions auxquelles ils vont être confrontés à plusieurs reprises et qui vont être douloureuses. Faut-il participer au pouvoir? Et le pouvoir, pourquoi faire? Alors, le premier temps de cette participation des socialistes au pouvoir, c'est un temps très très important, c'est celui de la libération. Libération où il apparaît aux socialistes que dans cette période-là, tout est possible. Ils vivent ce moment comme un moment quasi révolutionnaire, où la résistance et la libération créent un contexte favorable à des réformes sans précédent. Il s'agit de refonder la République et de transformer la société. Ça leur paraît d'autant plus possible qu'ils se vivent, Léon Blum en tête, comme les maîtres de l'heure, c'est l'expression de Léon Blum, tant leurs idées ont fait du chemin et sont répandues dans la résistance et jusque dans le programme du CNR. Alors, ce moment fondateur, ils vont tenter de le modeler, d'abord en soutenant le général de Gaulle, puis je dirais sans lui, après la rupture de janvier 1946, à travers des gouvernements dirigés par des socialistes entre 1946 et 1947, les gouvernements Gouin, Blum et Ramadier, et puis à partir de 1947 avec un président de la République qui va être socialiste, Vincent Auriol, et qui portera à bout de bras cette République mal née. Alors, leur grande œuvre à la libération,
c'est évidemment les nationalisations et de grandes réformes, les nationalisations, la sécurité sociale, auxquelles ils vont tenir, auxquelles ils vont contribuer. Avec déjà évidemment des compromis qui sont acceptés, à commencer notamment sur les nationalisations, et puis très vite, il faut le dire, un constat de réforme incomplète, inachevée, arrêtée, et un échec relatif, l'impression d'une occasion manquée à partir de la fin 46 et de l'année 47, pour plusieurs raisons. Des déceptions électorales, contrairement à ce qu'ils pensaient, les socialistes ne sont pas les maîtres de l'heure. La première force à gauche, c'est le Parti communiste. Et le MRP, le jeune MRP, les concurrence clairement. La deuxième raison, c'est une normalisation progressive de la vie politique, symbolisée par le retour sur la scène politique, notamment des radicaux. Et puis la troisième raison, c'est l'entrée progressive dans la guerre froide, avec des socialistes qui vont passer de l'occasion de faire des réformes socialistes à la libération, à la nécessité de défendre la République. Et c'est le deuxième moment de participation au pouvoir des socialistes sous la 4e République, à partir de 47 et jusqu'en 51, ce qu'on appelle la troisième force, qui va être vécu comme un pouvoir nécessaire, mais contraint, et disons-le, mal vécu, puisqu'il s'agit de gouverner avec le centre et avec le centre droit, et de gouverner avec tous les partis qui entendent défendre cette 4e République contre ceux qui la combattent, d'une part les communistes et d'autre part les gaullistes. Et donc dans ces conditions, il n'est plus question de grandes réformes socialistes, mais il est question, encore une fois, de défendre la République, et on a une SFIO qui de toute façon est incontournable dans cette coalition, mais qui en même temps n'est pas en mesure de faire prévaloir ses vues. Et donc elle va justifier sa participation à différents gouvernements jusqu'en 51 par la nécessité de conserver l'existant, de conserver ce qui a été fait à la libération. Néanmoins, cette participation au pouvoir va s'accompagner de compromis plus que jamais et d'adaptations, voire de choix importants pour la suite. Sur le plan économique, c'est la fin de l'économie dirigée dès le gouvernement Ramadier en 47, parce que lutter contre le Parti communiste, c'est aussi insister sur la liberté, à commencer par la liberté des prix, et parce qu'encore une fois, les alliés de la SFIO ne sont pas prêts à accepter le dirigisme économique. Sur le plan international, on l'a dit, c'est la guerre froide, c'est le choix de l'atlantisme avec le plan Marshall, choix de l'atlantisme qui vont transformer, si j'ose dire, en un choix plus positif et sur lequel ils vont tenter de peser, qui est l'acceptation de la construction européenne, avec la CECA en 1950, avec un internationalisme qu'ils vont accepter de réduire pour le moment, disons, à l'Europe et à l'Europe de l'Ouest, une construction européenne dans laquelle ils vont placer, qui va aussi satisfaire en partie des aspects importants de leur idéologie, notamment le pacifisme. Il s'agit de faire la paix avec l'Allemagne et d'éviter une nouvelle guerre, et puis de défendre la démocratie. Mais ces compromis et ces choix vont évidemment créer des divisions, alors qui existent déjà à ce moment-là, même s'il n'y a pas de scission, et qui passent principalement par l'opposition entre le comité directeur de la SFIO, qui est l'instance dirigeante, et les députés, le groupe parlementaire. Division sur la participation aux différents gouvernements, le comité directeur étant beaucoup plus réticent en règle générale que les députés. Députés, eux, qui jouent la carte du communisme de guerre froide et c'est un élément important qui a été dit par Jean-Noël Jeannet, qui commence à s'implanter très clairement localement, qui exercent ce pouvoir local, qui se notabilisent et qui donc sont moins effrayés à l'idée de gouverner avec des partis, et notamment des partis du centre, et qui sont moins effrayés à l'idée des compromis. C'est l'époque aussi d'indiscipline parlementaire sur l'Europe, et notamment sur la question de l'armée européenne. Donc, il reste que ces compromis sont en général mal vécus par la base militante et vécus comme des compromissions. Et après les législatives de 51, la SFIO va choisir une cure d'opposition ou de soutien sans participation, comme c'est le cas avec le gouvernement Mendès France, et c'est à la faveur des législatives de 1956, plus favorables à la gauche, que l'opportunité se présente de revenir au pouvoir avec un gouvernement à direction socialiste, le gouvernement Mollet. Alors, ce gouvernement Mollet, quand il arrive au pouvoir, la campagne ne s'est pas faite sur la guerre d'Algérie, mais on attend de lui des réformes, principalement des réformes sociales. Très clairement, à ce moment-là,
pour un gouvernement à direction socialiste, réformer, c'est amener des réformes sociales. On a un gouvernement qui entend se placer dans la lignée du Front populaire, c'est la 3e semaine de congés payés, et la création d'un Fonds national pour la vieillesse. Donc, un accent mis sur le social avec le ministre des Affaires sociales très populaire, Albert Gazier. Et puis, parallèlement, une continuité dans le choix européen, puisque c'est l'époque de la signature des traités de Rome, en mars 1957, voulu par Guy Mollet et son ministre des Affaires étrangères, Christian Pineau, et qui montre une nouvelle fois, que les socialistes, comme en 1947, sont capables d'accepter le libéralisme économique et l'économie de marché au nom de l'intérêt supérieur de la nation. Le deuxième enjeu de cette construction européenne qui prend là un tour décisif avec le marché commun, c'est évidemment la question de la puissance et des voies de la puissance, avec une France qui fait son deuil, bien difficilement, on va y venir, de l'empire colonial et qui joue la carte de la puissance par l'Europe et avec l'Europe. Mais je parlais à l'instant du deuil nécessaire, mais ô combien difficile de l'Empire. Effectivement, c'est là-dessus, c'est cette marque-là que le gouvernement Mollet laisse, puisque les socialistes sont incapables d'anticiper la décolonisation d'une part, et de penser l'irruption du nationalisme, particulièrement en Algérie, d'autre part. Alors se mêlent à cela plusieurs raisons, leur internationalisme, et donc leur méfiance envers le nationalisme, une lecture marxiste de la question coloniale, qui est vécue comme une question sociale, plus que politique, et puis, il faut le dire, des socialistes qui étaient convertis à une doctrine républicaine en matière coloniale, et qui, à quelques exceptions près extrêmement minoritaires, n'étaient pas anticolonialistes. Et donc, on a des socialistes qui vont être en retard par rapport à l'événement et qui refusent, dans leur majorité, d'accepter ce nationalisme algérien et d'en tirer les conséquences. Alors, les conséquences, justement, sont bien connues et sont extrêmement lourdes pour ce gouvernement et pour la SFIO. C'est l'époque du vote des pouvoirs spéciaux, avec un pouvoir civil qui s'efface devant le pouvoir militaire sans que l'Assemblée s'y oppose. Un président du Conseil qui couvre ses ministres. Je pense notamment à Robert Lacoste et Max Lejeune, alors eux, véritablement défenseurs de l'Algérie française par nationalisme. Et un gouvernement sous lequel vont être commis et couverts des actes de torture. Donc la guerre au mépris des principes et des valeurs qui étaient pourtant au cœur du socialisme, tels que, évidemment, l'humanisme. Comment cela est-il possible? Pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais aussi parce que il y a à ce moment-là une minorité à la SFIO qui veut une autre politique, qui la réclame, qui essaie de se faire entendre, mais ces minoritaires sont persuadés qu'il faut agir avant à l'intérieur du parti, changer la majorité à l'intérieur du parti pour pouvoir ensuite influencer la ligne du gouvernement sur la question de la guerre d'Algérie. C'est ce choix dicté par, sans doute, la phrase célèbre, on n'a jamais raison contre son parti, qui se heurte à leur conscience, mais qui va les conduire finalement à relativement faire bloc autour d'un parti et d'un gouvernement au détriment, encore une fois, de leurs principes, des principes élémentaires du socialisme. Alors, le bilan de cette participation au pouvoir sous la 4e République, du coup, est lourd, avec un paradoxe, et là je reprends les travaux d'Alain Bergogneau, c'est que les socialistes font l'expérience du pouvoir à plusieurs reprises sous cette 4e République, mais que paradoxalement, alors qu'ils sont en train de devenir un parti de gouvernement, eh bien c'est un impossible parti de gouvernement, puisque les socialistes ont vécu, et le national-molettisme, tel qu'on dit, en est emblématique, ce pouvoir sur le mode de la trahison. Les conséquences immédiates sont lourdes, une scission de la SFIO qui continue son déclin, le purgatoire avec le retour du général de Gaulle au pouvoir et la proclamation de la 5e République, et un renouveau de la gauche qui va se faire pour partie à l'extérieur de la SFIO. Enfin, sans doute, l'idée du coup que ne pas trahir le socialisme, c'est être marxiste, et donc un passage au pouvoir qui empêche, dans une certaine mesure, une rénovation doctrinale pour les socialistes. Donc, il faudra attendre l'expérience de le retour au pouvoir en 1981, pour voir renaître pour les socialistes, dans un parti socialiste
rénover, les espoirs qui étaient apparus à la Libération. Je finirai en soulignant malgré tout qu'il y a un legs important de ce pouvoir sous la 4e République, qui est l'expérience du pouvoir local qui va permettre aux socialistes de traverser les années difficiles du gaullisme, de survivre, de reconstruire le parti et de le rénover, et qui va donc jouer un rôle, à sa manière aussi, dans la victoire de 1981. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, dans les grosses 10 minutes qui nous restent, je voudrais poser une question à nous trois, donc à moi-même aussi, donc de ce point de vue, parce que, comme on l'a vu, les cultures politiques durent plus longtemps que les conditions de leur naissance. Mais en histoire, il faut faire attention, c'est-à-dire il y a aussi des ruptures, quoi. Tout le travail de l'historien, c'est de voir les continuités et les ruptures. Or là, pour arriver non pas au maintenant, mais presque au maintenant, je pense qu'il faut que nous nous posions, alors évidemment de manière extrêmement succincte, la question qu'est-ce qu'amène dans la pratique du pouvoir la Ve République? Parce que jusque-là, 3e, 4e, nous étions dans un régime parlementaire. Et un régime parlementaire qui était extrêmement favorable aux partis. C'est d'ailleurs ce que disait De Gaulle, le régime des partis. Hein, donc de ce point de vue. Et d'ailleurs, que ce soit dans la culture socialiste ou dans la culture communiste, ce qui était le plus important, c'était le parti. Et il fallait préserver avant tout le parti et son unité. Parce que, comme Jaurès l'avait montré, le parti, c'était la condition du progrès et des politiques qu'on pouvait mener plus tard. Or, avec la Ve République, beaucoup de choses changent. Il y a non seulement les questions institutionnelles, mais il y a aussi l'affirmation d'un État fort. Il y a la domination sur la vie politique de la haute fonction publique, question non négligeable, et puis il y a des transformations de société. Mais je voudrais que nous nous posions, et dans le peu de temps qui nous reste, savoir un peu le sentiment de Jean-Noël Jeannet, Anne-Laure Olivier, et puis de moi-même, sur ce qui est les ruptures fondamentales qu'apporte la Ve République, et qui demandent aujourd'hui de penser la question du pouvoir peut-être un peu différemment. Alors, Jean-Noël ? Oui, comme ça, brûle pour point, il me semble qu'il y a deux changements majeurs. C'est, si on considère 1958 et 1962, qui vient par l'élection du président au suffrage universel, renforcer les institutions et empêcher qu'elles dérivent du côté de ce qu'a été la Constitution de 1875, ce qui n'était pas du tout impossible. Si De Gaulle avait été tué au Petit Clamart le 22 août 1962, Antoine Pineur a été élu, et vous pouvez en uchronie imaginer la suite. 1958-1962, deux données majeures. La durée devient possible, et c'est ce que François Mitterrand a compris, me semble-t-il, avant Pierre Mendès France, si celui-ci l'a jamais compris. D'autre part, le fait que le binaire s'impose. L'élection du président de la République au suffrage universel, au moins jusqu'au moment où l'extrême droite surgit, comme nous savons, en tout cas pendant très longtemps, il est clair qu'au second tour, ce sera toujours la droite contre la gauche. Ce qui veut dire que ce qu'il pouvait y avoir de tentation du côté du Parti socialiste de se réfugier du côté de la troisième force que Anne-Laure vient d'évoquer très efficacement, cette tentation est rendue impossible. C'est plus qu'un rêve. On y rêve parfois. C'était Gaston Defferre, le 18 juin 1962, l'idée qu'on pourrait faire une coalition. Vous connaissez bien Gaston Defferre, je crois. Biographe. Donc, l'échec de cette affaire montre bien que ça n'est pas possible. Et un mot, alors, puisque Alain évoque la fonction publique, je crois que c'est très important. Nous n'avons pas parlé de cela, mais les rapports entre la fonction publique, les hauts fonctionnaires et les socialistes au pouvoir, je crois que c'est une composante très importante de la réflexion. Sous la 4e République, ils avaient une grande importance par rapport à des ministres qui manquaient probablement d'autorité, sauf certains. Parce que quand on parle de Jules Mock en 1947 ou 1948, on se dit que Clémenceau était d'une magnanimité à l'égard des grévistes remarquable en 1906. Mais ce que je veux dire du point de vue de la fonction publique, c'est qu'ils ont une très grande importance, ils sont essentiels dans la construction des 30 Glorieuses, et que la gauche au pouvoir a toujours à se poser
la question de la manière dont elle doit organiser son commerce avec la haute fonction publique. En 1924, Édouard Herriot est très méfiant à l'égard de l'inspection des finances. Et il a tort, me semble-t-il, de ne pas l'écouter, car l'inspection des finances, qui aurait été loyale dans une bonne partie de son être, lui aurait permis de dessiner les chemins d'une efficacité en face des pouvoirs de l'argent, comme on disait. Et de la même façon, au fond, les socialistes ont été assez étonnés de voir la fonction publique s'incarner dans la personne de Marsolon, secrétaire général du gouvernement, qui a joué parfaitement, comme beaucoup d'autres, qui a joué parfaitement, ce qui n'empêchait pas les arrière-pensées, mais qui a joué le jeu de la fidélité, ce qui montre que la gauche doit se servir de la fonction publique, tout en étant probablement attentive à un certain nombre de dérives du côté d'un excès de réalisme technocratique. Oui, alors je crois qu'effectivement, les enjeux sont importants. Hein, et le premier enjeu pour la gauche, après la proclamation de la Ve République, c'est de s'adapter aux institutions et d'adapter le parti aux institutions. Un parti qui soit tourné, effectivement, vers, je dirais sans complexe, vers la conquête du pouvoir, donc, et qui s'adapte à la bipolarisation de la vie politique. Hein, c'est l'union de la gauche. Et à l'élection présidentielle. Ensuite, effectivement, le défi à partir de 81, c'est que le pouvoir n'est plus sur le mode, en tout cas ne doit plus être pensé sur le mode de l'exception, mais va s'inscrire dans la durée. Hein, et donc, ça implique sans doute, et ça a impliqué une politique différente, puisque passer les réformes profondes, les grandes réformes de 81, qui devaient être emblématiques du septennat, eh bien, il s'agit de réformer les structures pour pouvoir durer, pour pouvoir préparer également les conditions d'une réélection. Et donc, ça va changer sans doute les choses, et cet élément-là joue dans ce qu'on appelle sans doute, ce qu'on appelle à tort le tournant de la rigueur, mais voilà, dans les conceptions économiques des socialistes au pouvoir, puisqu'on ne peut pas se contenter, disons, de grandes réformes sociales en faisant abstraction de la question économique. Merci beaucoup. Donc, le temps nous est compté. Donc, je voudrais juste terminer par deux idées, une idée et une citation. L'idée, je crois que c'est important, et à la fois Jean-Noël Jeannet et Anne-Laure Olivier l'ont dit, la Ve République change une bonne partie quand même de la manière dont la gauche pensait le pouvoir auparavant. Parce que même si les partis sont indispensables, leur situation devient plus difficile de ce point de vue. Et évidemment, il n'y a pas que les institutions. Le débat institutionnel est tout à fait majeur, mais il y a toutes les transformations de la société plus individualiste, où le collectif est plus faible. Et donc, c'est pour ça que j'avais commencé par là cette petite heure de réflexion. C'est que pour des gens comme Jaurès et comme Blum, la question du parti était fondamentale. C'est-à-dire, c'était la condition de tout. Et on peut dire qu'avant la Ve République, c'était le parti avant le pouvoir, de ce point de vue. Et encore, quelqu'un comme Alain Savary raisonnait comme cela. Et le PSU aussi, de ce point de vue. Et là, comme François Mitterrand, qui avait une vue assez juste des choses, dans son fameux discours d'Épinay, il dit à un moment, je ne veux pas la citation exacte, mais vous la retrouverez, il dit « Je viens vous proposer de conquérir le pouvoir ». Et il s'arrête et il dit « Je sais que je commence mal ». Parce qu'il connaissait cette culture socialiste et la difficulté du pouvoir et du parti. Bon, on aura l'occasion de prolonger cette réflexion, et je voudrais terminer par une chose que je n'ai pas pu dire, mais une anecdote pour détendre l'atmosphère, qui n'est pas tendue d'ailleurs de ce point de vue-là. Et c'est un dialogue, et ça ne fera la transition avec l'autre table ronde, entre Léon Blum et Ramsay MacDonald. Ramsay MacDonald était le leader travailliste qui avait été le premier ministre d'un gouvernement travailliste en Grande-Bretagne en 1924, gouvernement minoritaire qui était tombé au bout de 6 mois. Et Léon Blum, l'année suivante, rencontrant MacDonald, lui dit « Mais pourquoi vous êtes allé au pouvoir alors que les conditions n'y étaient pas ?» Et Ramsay MacDonald lui dit « Eh bien, il fallait briser le préjugé aristocratique que les travaillistes ne pouvaient pas gouverner dans ce pays. » Et Léon Blum lui dit « En France, c'est tout le contraire. Nous, il faut montrer que l'on peut tout changer. »
Voilà, donc je vous laisse méditer cette réflexion qui me paraît quand même encore un peu d'actualité.